Les bas et les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec de grands hommes et de grandes femmes. Et à ma droite, j'ai monsieur Adama Kamara qui est là. Tes introductions, elles sont exceptionnelles. Merci, Bouba. Je savais que tu allais dire à ma droite. Obligé, mon frère. Et moi, il y a ma gauche. Il y a monsieur Aboubakar Asakanoko. J'ai bégayé même. En tout cas, voilà, nous voici réunis pour cette série de documentaires qu'on appelle Rix. Mais la saison 2 arrive. Mais avant la saison 2, il y a eu la saison 1. Vidéo, s'il te plaît. Je m'appelle Adama Kamara. J'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse. Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Saad a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai purgé ma peine et je lutte contre les guerres de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des rixes. Ton sang, il meurt comme ça devant toi. Je vais mourir. Les parents, nous, on est là. On a toujours été là. Toujours derrière eux. Mais c'est la rue qui veut ça. Il est venu jusqu'à devant moi, après il a tiré dans mon mollet. Donc dans les zones précaires, les gens, tout ce qu'ils ont, c'est leur respect, pour pas dire leur orgueil. Il est mort pour pas avoir serré la main selon son agresseur correctement. Est-ce que vous croyez qu'on va une fois arrêter de pleurer? Je ne le dira. Il ne pouvait pas s'arrêter là. Après 6 épisodes, produits par Street Press et aussi en collaboration avec France TV Slash. Et avant que les nouveaux protagonistes, enfin les protagonistes de la saison 2 prennent la parole, pourquoi vous ne pouviez pas vous arrêter à la saison 1, monsieur Adama? Déjà, bonjour à tous. Franchement, j'aurais apprécié même arrêter à la saison 1 parce que malheureusement, c'est pas une série voilà, qu'on peut voir un peu partout. C'est vraiment une série dramatique. Et malheureusement, les rixes, ça continue. Il y en a toujours. Et des témoignages, il y en a encore. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire la saison 2 pour raconter des nouvelles histoires et avoir des nouveaux personnages qu'on n'a pas pu voir en saison 1 aussi, dont un papa qui est ici présent avec nous, et avoir aussi le regard des éducateurs, le regard de ces personnes qui vivent au quotidien, entre guillemets, avec ce phénomène de rix, et aussi avoir ces témoignages encore de ces familles décimées, parce que c'est des familles qui sont décimées depuis la mort de leurs proches, et pour montrer aussi que voilà, à bout d'un moment, nous on essaye de mettre en lumière ces histoires-là. Il faut qu'à un moment donné aussi, au niveau même de l'État, même au-dessus, qu'on puisse vraiment mettre des choses en place pour un peu aider ces familles. Parce que tout d'abord, c'est des familles qui sont en détresse, c'est des familles qui ont besoin d'aide. Et ça, on veut le montrer à l'écran. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat. Mettre fin aux rixes. Je le fais pour mon petit frère Saada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de Rix, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des Rix. On m'enlève mon petit frère de 19 ans pour une histoire de territoire. La rue, elle te tourne autour. Et en fait, même quand on part, tu pars de la rue, elle arrive à te rattraper. Tous les jours, tu rentres, tu sais pas si aujourd'hui tu vas te faire mêler. Tu sais pas aujourd'hui si tu vas rentrer chez toi. Si tu vas rentrer chez toi, tu vas finir à l'hôpital. On va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous faire, tu vois? Moi, en tout cas, je me suis dit que si on m'attrape, à un moment, ils vont se venger, c'est fini pour moi. Ma fille n'a pas mérité ça. Pourquoi? J'aurais voulu que c'est Ismaël qui m'enterre. C'est pas moi qui dois enterrer Ismaël. C'est vrai que la particularité de cette série de documentaires Rix, c'est le fait de donner la parole aux concernés. On sait que bon nombre de documentaires et de reportages
font des états des lieux des quartiers, 90 enquêtes, tout ça. Voilà, c'est juste du sensationnalisme. Bien sûr. Mais là, Rix a parti pris et du coup, on est avec les protagonistes de la saison 2. Est-ce que chacun peut se présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Gary Jafara. Je suis éducateur spécialisé. Donc, je travaille sur le secteur de Chartres. Donc, voilà, on était confrontés au RIX. On a eu 2 morts de 2 quartiers différents. Donc, nous, les éducateurs, voilà, on est sur le terrain au quotidien. On est tous préparés, en tout cas, à travailler pour accompagner les familles. Mais on est souvent, en tout cas, pas préparés à accompagner les familles en deuil. Alors bonjour à tous, moi c'est Émilie Bréau, donc je suis ici pour parler de mon petit frère Anthony qui s'est fait assassiner donc le 6 janvier 2022 à Château-Thierry. Comme quoi on n'a pas besoin de venir d'une cité pour se faire assassiner. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Magla Diablé, je suis le père de Ismaël Diablé, assassiné le 13 janvier 2018 à la rue de la Roquette. Donc je créais avec ma famille une association pour lutter en ce sens contre les risques. Et l'association s'appelle HDJ. Donc je suis là aujourd'hui pour ça aussi et puis voir un peu comment s'entraider, nous qui vivons ces situations les plus difficiles au monde. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Cynthia. La grande sœur aînée de Marjorie Gentil à qui on a ôté la vie le 14 mai 2021. Donc merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Adélina, je suis aussi la grande sœur de Marjorie Gentil qui a été tuée ce fameux jour et qui a bouleversé notre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc merci beaucoup de nous inviter aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Lisa, je suis la grande sœur d'Arthur qui s'est fait assassiner aussi le 16 juillet 2022. 2021, excusez-moi. 2021, ouais, j'ai bugué. Pas de souci. 19 ans, lynché par une dizaine de personnes aussi dans des rixes. Pourquoi avez-vous décidé de prendre la parole et comment avez-vous été approché par Adama et Mathieu Bidan? Alors, moi, Adama, c'est une personne de la ville de Saint-Michel qui est rentrée en contact avec lui après le décès d'Arthur, du coup. Il est venu faire une intervention et c'est vrai que j'appréhendais cette rencontre dans le sens où il a vécu la même chose que moi. J'avais énormément de questions à lui poser étant donné que lui... a fait l'erreur, on va dire, de se venger et a passé plusieurs années en prison à cause de ça. Et depuis, on ne s'est pas lâché, clairement. Donc, le fait de raconter, c'est aussi peut-être aider et pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que nous et faire en sorte de tous s'entraider et d'être là, d'avoir une épaule sur laquelle on peut s'appuyer, quoi. Alors comment j'ai rencontré Adama? J'ai partagé son livre sur Facebook et j'ai un ami qui est ami avec Adama, du coup Kalilou, qui me dit mais Amy je le connais, donc il nous a mis en contact sur Snapchat et comme Lisa du coup on s'est pas lâché non plus et je le remercie pour ça parce que quand on vit une chose comme ça, très compliqué. C'est très compliqué à vivre, à comprendre. Et quand on parle avec quelqu'un qui a vécu la chose, ça nous aide et on se sent aussi épaulé. Si on ne l'avait pas eu, comment on serait aujourd'hui, comment on penserait, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est une aide au quotidien, en fait. Donc, merci Adama. Merci, je t'en prie. Comment tu es rentré en contact avec ce monsieur? Moi, Adama, je l'ai connu lors d'une intervention, je crois, sur Chartres. Donc, on a fait connaissance... Voilà, on a discuté et après ensuite je lui ai expliqué un peu nous nos problématiques sur le terrain, comment accompagner des jeunes et j'ai vu qu'en fait il avait beaucoup d'impact sur les jeunes, donc les jeunes comprenaient son discours et je trouve que c'est important. Donc souvent les parents ou les professionnels on est loin de la réalité et Adama je sais pas comment il fait mais en tout cas il arrive à trouver les mots justes et des mots justes pour toucher les jeunes.
Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et bon, sur Chartres, il a débloqué 2-3 situations qui fait qu'aujourd'hui, on s'appelle souvent et on a des projets maintenant en commun. Moi, c'est un peu spécial parce que c'est d'abord ma femme, la maman d'Ismaël, qui a rencontré Adama. Moi, j'étais à Abidjan, elle m'a envoyé les photos. Et j'ai commencé à lire l'histoire d'Adama. Je suis allé sur sa page. Et quand je suis entré ici, je lui ai dit, à ma femme, il faut absolument que je rencontre ce jeune. Et j'ai pris contact avec lui et puis on est rentré en contact. Il connaissait déjà avec... parce que je crois qu'il préparait une vidéo. Et ma femme a joué dans cette vidéo avec, avec le t-shirt Ismo. Donc ça m'a beaucoup édifié parce que je me suis dit, mais attends, il est très très jeune lui. Pourquoi il s'occupe de... Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui. Puis là, je vous dis, il m'a beaucoup édifié. C'est pas parce qu'il est là, hein. C'est pas parce qu'il est là, mais sa démarche, sa façon de parler, sa façon d'être, le regard positif qu'il porte sur ce phénomène est très 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 important pour moi. Et comme vous avez dit tout à l'heure, lui, les autres, ils disent beaucoup de choses sur les risques, mais lui, il est dans les risques. Il sait ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et moi, je pense que c'est un couloir de transmission très important qui est là, qu'on a aujourd'hui, qui est Adama aujourd'hui. Donc, depuis, je l'appelle fils, il m'appelle tonton, et je suis très très fier de lui. Franchement, là je vous dis, je suis un papa qui pleure, mais je lui fais vraiment, je lui tire mon chapeau. Merci tonton, merci à vous en tout cas. Alors moi, honnêtement, et je vais être très honnête avec vous, je sais pas. Concrètement, non, c'est vrai. Au live de Sagalov. Ah ben voilà, c'est ça. Un live, parce que j'étais tellement dans le déni et dans la sidération que mon cerveau, à ce moment-là, il a bloqué. Donc c'est vrai que j'ai pu voir pas mal de personnes, je m'en souviens pas, à l'heure d'aujourd'hui, très honnêtement. Tout ce que je me souviens, c'est que notre premier contact était dans la bienveillance. Il m'a pas dit « ça ira ». Il m'a dit « tu vas apprendre à vivre avec ». Et en fait, c'est vraiment les phrases, moi, que j'attendais. Parce qu'il m'a pas... transmis un peu de... Non, on n'est pas dans un conte de fées. La réalité, c'est que tu as perdu un être cher et que sans doute ta vie, elle s'est terminée à cet instant-là. Mais tu vas apprendre à vivre avec. Et c'était beaucoup de bienveillance et une épaule sur lequel on pouvait compter. Et une force aussi, parce que de par son vécu, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ce qu'il ne peut peut-être pas savoir, c'est mon taux de douleur. Mais sinon, il avait vraiment les bons mots. Donc oui, voilà. C'est vraiment le premier échangement. En tout cas, ce que je me souviens, c'était de la bienveillance et du soutien moral. Moi, du coup, j'ai rencontré Adama un peu en famille avec ma mère et ma grande sœur. Et ce que j'ai bien aimé chez lui, en fait, c'est sa manière de nous porter un petit peu vers le haut, mais de manière, pas brusquement, en fait. Parce que c'est très délicat. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est la rencontre qu'on a pu avoir avec toutes les mamans ou toutes les personnes en fait qui ont vécu ce choc-là, parce que on se sent tellement seul à ce moment-là, même si on a perdu cet être cher-là avec notre famille, mais on se sent seul en fait. On se sent extrêmement seul. Et le fait de rencontrer ces personnes-là, du coup, ça nous fait un peu de bien. Parce que c'est des personnes qui nous comprennent, du coup. Et voilà. Du coup, Adama, nous, on te voit, on t'observe parcourir la France, à faire des interventions dans les milieux scolaires, dans les structures sociales. Et là, à écouter tous ces témoignages, on se rend compte que tes interventions, elles sont efficaces. Au-delà qu'elles soient efficaces, moi, j'aime pas dire oui, mes interventions, elles sont efficaces. C'est que moi, comme ils ont pu le dire, c'est que j'ai vécu la chose. Et je sais, il y a 12 ans en arrière, j'aurais peut-être aussi aimé avec ma famille avoir d'autres contacts. Parce que quand on perd un proche, souvent, on se sent isolé. C'est les premières choses qui arrivent, c'est qu'on est isolé.
on se sent seul, même si on est plusieurs dans la famille. Et on se dit, on a l'impression qu'il n'y a que à nous, c'est arrivé. Et non, c'est pas que à nous, c'est arrivé. Moi, quand j'ai commencé à parler la première fois, pourquoi j'ai fait Rix, c'est parce que j'ai reçu tellement de messages de beaucoup de personnes venant de toute la France. Je me suis dit, en fait, d'Adama Camara, il y en a beaucoup. C'est pour ça que même on a fait la saison 1 et on poursuit la saison 2. Et de là, moi, mon objectif, c'est d'apporter mon petit soutien que je peux à ces familles et briser le tabou. Si demain, je dois dire à une famille, tu sais, tu peux aller voir un psychologue, c'est pas une honte. Tu as besoin de parler, tu as mal, faut que tu évacues un peu ce que tu as dans le cœur. Et dire aussi à ces familles, la vengeance, ça sert à rien. Parce que moi, je pensais que la vengeance, ça pouvait servir à quelque chose. Et quand je dis aux familles, ça m'a pas soulagé, ne serait-ce que une seconde. Je le pense sincèrement. C'est pas genre devant les caméras, je fais le mytho comme on peut croire. Je le pense sincèrement. Pas une seconde, ça m'a fait du bien. Et voilà, j'essaye de les soutenir comme je peux, de les connecter aussi. Parce que pour moi, ça, c'est important, que les familles puissent se rencontrer. On vit la même chose. Si on peut s'entraider, ça veut dire maintenant, on va pas dire on a créé, mais maintenant, quand il y a des événements, moi, j'essaie de dire à d'autres familles, là, il y a un événement admettons, quand Lisa a fait un tournoi ou elle a un événement, je dis aux gens de venir, on va à son événement. À Château-Thierry, c'est pareil, Chartres aussi. Pareil pour Cynthia. Donc voilà, pour moi, on essaie de soutenir parce que je sais que c'est compliqué. C'est compliqué moi-même, pour vous dire la vérité, c'est qu'au début, quand moi, après, j'ai aussi ces témoignages de ces familles, des personnes qui m'appellent, qui ont besoin de mon soutien. Moi aussi, il faut que je sache comment répondre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi aussi, entre-temps, je me forme. J'ai fait de l'accompagnement au deuil, j'ai passé ma formation pour pas raconter n'importe quoi non plus aux familles. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça, je tenais à le dire aussi à beaucoup de personnes. Des fois, on veut bien faire, mais on fait mal. Moi, j'essaye de faire à ma petite échelle et j'essaye d'apprendre aussi. Quand je vois que c'est trop, je dis, ça coûte rien d'aller voir un psy, c'est un professionnel et autres. Et nous, on a trop le tabou de se dire que c'est la honte et tout, mais on a mal. On a le droit de dire qu'on a mal, on a le droit de pleurer. Ça arrive, on a le droit de pleurer. Un père, il a le droit de pleurer. Un mec, il a le droit de pleurer. Il n'y a pas que les filles qui vont pleurer. Donc voilà, moi, j'essaie vraiment d'apporter mon soutien aux familles, de faire le maximum que je peux. Et voilà pourquoi même la saison 2, on leur donne la parole, en fait. C'est transmettre un message, transmettre leur souffrance et que les personnes aussi qui ont causé ce tort-là, qui se rendent compte que derrière, il n'y a pas qu'un jeune qui est mort. C'est toute une famille qu'on détruit. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour nous exprimer, pour que les familles puissent aussi donner leur ressenti. Parce que souvent, comme tu le parles de 90 minutes enquête, on peut voir des rixes, des bagarres, des jeunes qui s'entretuent, mais derrière on ne voit pas le côté famille. C'est un côté qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, mais c'est ce côté-là qu'il faut aller voir. C'est un côté qui souffre. Donc qu'est-ce qu'on dit à ces familles-là? On a l'impression qu'ils n'existent pas. Bah, si elles existent, c'est pour ça qu'on fait rix. Et comment vous y êtes pris? Parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez lancé une campagne de financement en tout cas pour financer cette saison 2. Comment vous y êtes pris pour le financer et comment vous y êtes pris pour contacter même les familles pour la saison 2? En fait, la saison 1, on l'a fait avec France TV / et en saison 2, ils voulaient un peu changer le format. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai refusé qu'on change le format parce que pour moi... le format que j'ai construit, parce que c'est quand même mon idée de faire la série Rix, je me dis on peut pas changer de format parce que un gros producteur demande à changer. Moi, je fais très attention d'abord aux familles, je fais très attention à ce qu'on fait, et si tu changes quelque chose, après, moi je suis pas là pour modifier les histoires, moi je suis là pour montrer les histoires telles qu'elles sont, et de ma manière comment je le fais. Et donc du coup, voilà, après avec Street Press, on a décidé de le faire nous-mêmes. Et au final, on l'a fait. Et pour les familles, en fait, c'est tout simple. Moi, comme je suis en contact avec eux, moi, je leur propose. J'impose jamais. Je dis pas à une famille, je dis, voilà, là, je suis en préparation de la saison 2. Si tu veux participer, vous êtes les bienvenus. Et comme on a l'habitude quand même de se parler bien avant que Rix, ça commence, voilà, les familles me font confiance et de là, voilà, je leur dis, nous, on va mettre en avant votre histoire. Et comme ça, même si judiciairement aussi, ça peut avancer, parce que l'objectif, c'est pour faire avancer aussi. Après, ils vont s'exprimer eux-mêmes, mais c'est pour faire aussi avancer les mentalités et aussi judiciairement. Avant que vous exprimiez
vos histoires, j'aimerais bien rebondir sur cette notion de psy. Parce qu'on sait que dans certaines cultures, le psychologue, aller voir un psy, ça s'apparente au fait que oui, si tu vas voir un psy, c'est que tu es un fou. En tout cas, voilà, c'est tabou. Vous êtes d'accord avec ces stéréotypes et ces clichés vis-à-vis du fait d'aller voir un psy? Non, pas forcément. Non. Oh, je vais prendre la... Je t'en prie. Je t'en prie. Non, pas forcément. En fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que déjà, voir un psy, c'est voir quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec notre histoire. C'est pas un ami, c'est pas un papa, c'est pas une maman, c'est pas notre copain, copine, rien à voir. Et voir un psy, pour moi, pour mon expérience personnelle, ça m'a permis de vraiment me connecter à la réalité. De oui, Adelina, t'as perdu ta sœur. Oui, Adelina, il y a 2 ans, bientôt maintenant, tu dois revivre, tu dois apprendre à revivre, apprendre à vivre pour toi-même, tout en la gardant dans tes pensées. Mais en fait, il y a une certaine réalité en fait, auquel on fait plus face lorsqu'on n'a pas ce genre de suivi-là. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin comme la dépression. Et la dépression, quand elle nous attrape, on s'en aperçoit même pas. Et franchement, moi, ce suivi-là, pour moi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je l'accepte. Avant, je le refusais. Pas parce que culturellement, c'était... voilà. Mais parce que j'étais vraiment dans le déni. Et je me suis toujours dit, mais arrivé des choses avant de perdre Marjorie, je m'en suis sortie. Donc là, il faut que je m'en sorte encore. Mais là, c'était trop gros. Enfin, là, c'est vraiment trop gros, en fait. Et ça permet vraiment de rebondir et d'avancer surtout, parce que c'est important. Marjorie, certes, elle est décédée, comme beaucoup d'autres jeunes, mais nous, on est toujours là et on ne sait pas du tout notre date et notre heure de mort. Et en attendant ça, c'est bizarre à dire, mais en attendant qu'on parte, faut vraiment qu'on réussisse à revivre pour nous, et surtout pour nos parents. Parce que déjà, un parent qui perd un enfant, c'est très dur et très grave. Enfin, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant encore. Mais si notre maman, par exemple, elle voit que chacun de ses enfants flanche, ça va la faire partir encore plus vite et on en a besoin en fait. Il faut vraiment les préserver. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Oui. Moi, personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience avec des psychologues. Après le décès d'Arthur, les tribunaux, ils nous ont proposé du coup des séances de psychologue. Je suis allée en faire une. Et clairement, l'image que j'avais des psychologues, ça s'est avéré être comme je pensais, dans le sens où elle t'écoute, mais elle en a rien à faire. Et elle a pas de... Elle ne peut pas ressentir ce que nous, on ressent au fond de nous. Donc, elle va t'écouter. Et après, c'est fini, quoi. Les 30 minutes, elles sont passées, tu rentres chez toi. Et... Donc, j'y suis pas retournée. Moi, personnellement, ce qui m'aide, je suis très croyante. Et c'est ma religion qui me fait tenir. Et quand j'ai besoin de pleurer ou de me vider, je prends mon tapis de prière et je prie. C'est une solution comme une autre. Enfin, c'est-à-dire, après, c'est clair que tu as dû tomber sur des mauvais psys, je pense. Après, voilà, c'est peut-être une mauvaise expérience. Si je vais voir un autre psychologue, peut-être que ça sera une autre approche. Et peut-être que finalement, je me dirais, je rejoindrais ce que dit Adelina et que ça peut nous aider. Mais personnellement, je ne suis pas retournée en voir et je ne pense pas le faire. Après, je sais que beaucoup font comme toi. C'est-à-dire... on sait que dans certaines cultures, en tout cas, c'est la famille et les amis qui font qui font office de psychologue, tu vois, psychologue au pluriel, tu vois. Après, je pense que on peut te présenter des psys aussi qui, j'en ai en tête là, donc on va te dire. Tu veux le rebondir sur. Oui, je vais bien. Alors moi, j'étais en voir un il y a pas longtemps. J'ai pas, on va dire, obligation. Pour sauver mon couple, parce que moi, depuis que mon frère est parti, je suis plus là. Donc, il m'a conseillé, j'ai appelé Adama, qui m'a conseillé aussi, bien qu'il soit meilleur psy. Donc, t'es psy aussi. Ça va me faire des problèmes, tout ça. Tu es psy, alors. Non, c'est pas question que je suis psy, c'est que j'essaye d'orienter. Moi, j'essaye de... Je prends mon temps, moi, j'ai pas d'heure. Oui, c'est vrai. Une heure, c'est mieux d'appeler quelqu'un qui ressent. Et en fait, moi, elle m'a dit... je lui dis, j'arrive pas à parler. Et elle me dit, depuis tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est normal. Et en fait...
j'attendais pas cette réponse. Moi, ce que j'attendais, c'est qu'elle me dise, mais en fait, tu as un blocage, ce qui est normal, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à pleurer. Je lui dis, moi, j'étais à l'enterrement de mon petit frère, j'ai pas pu pleurer. J'ai été bloquée, j'ai une partie de mon cerveau qui s'est bloquée. C'est-à-dire, on peut me parler, ça sort tout de suite, je retiens plus rien. Et j'aurais aimé plus qu'elle me dise ça. Parce que moi, d'aller voir un psy, je me dis, elle va pas m'apprendre ma douleur, en fait. Qu'elle trouve des solutions. C'est ça. Ben ouais, on va pas nous apprendre. Donc à après, ce qui peut nous faire du bien, c'est effectivement, on va lui parler, on sait que ça va pas ressortir à droite ou à gauche, et les gens, quand on va leur parler, qui n'ont pas vécu ce que nous, on vit, ils ne comprennent pas. Pour eux, oh, ça fait 1 an, ça y est, quoi. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Ils comprennent pas la douleur qu'on a. Exactement. Donc, de parler avec quelqu'un peut-être qui ne le connaît pas, et bon, on sait qu'il sera pas jugé aussi non plus. Parce qu'il y en a tellement qui jugent derrière, c'est pas évident. Donc, ça m'a peut-être fait du bien aussi. J'ai pu lâcher, mais je vais pas aller la voir, je vais pas faire 10 séances, quoi. Toi, qu'en penses-tu? Moi, en tant que professionnel, je vais parler de lien. Donc, pour accompagner quelqu'un de la meilleure façon, déjà, il faut créer un lien. Et je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, des fois, comme avec Adama, je pense que vous avez créé un lien. Et c'est ce lien qui a fait qu'il a pu vous accompagner ou vous orienter. Pour moi, tant qu'on n'a pas créé le lien, donc c'est très difficile d'accepter de l'autre, ou même si c'est la vérité. Des fois, la vérité, il y a des personnes qui peuvent vous dire la vérité, mais tant qu'il n'y a pas de lien, un lien de confiance, une relation de confiance, je pense que c'est compliqué de l'accepter, quoi. Ben, moi, je voulais dire que comme il y a des études pour ça, ça existe. Moi, personnellement, ça m'a rien dit d'aller voir un psychologue. Je suis sociologue de formation. C'est bizarre, j'ai pas voulu aller. On nous a orientés, j'ai pas voulu. Moi, pour moi, ma meilleure thérapie, c'était quoi? Parce que moi, je vivais pas ici, j'étais à Abidjan. Et j'étais à Abidjan quand mon fils est décédé. La meilleure thérapie pour moi, c'était la rencontre avec les amis de mon fils. Après, être auprès de lui. Il est à Pantin. Moi, j'habite dans le 13. Je prends mon bus et mon métro. J'arrive, je pleure au début. Mais aujourd'hui, j'écoute la musique avec lui. Je lave, je mets une fleur et je reviens. Donc, ma famille me manquait parce que moi, je n'étais pas là. J'ai ma famille qui reste. On était 4, il reste 3. Je suis avec ma famille. Je suis avec les amis de mon fils à la Roquette. Pour moi, c'est la meilleure thérapie. Et la rencontre qu'on est en train de faire avec lui, comme tout le monde l'a dit, et cette rencontre qu'on fait à tout bout de champ. Moi, il m'arrive aujourd'hui d'être dans la rue et quand un jeune de 20 ans, 22 ans me regarde, je l'approche et là, il me dit, vous êtes le papa d'Ismaël? Je dis oui. Il dit, tonton, beaucoup de courage. Il dit, mon fils, je le prends dans les bras et puis je lui dis, tu sais ce qui s'est passé? Change de comportement, vas-y. Il me dit, tonton, j'ai compris. Ça m'a beaucoup aidé. Sinon, ça existe. C'est très, très important d'aller voir un psychologue, puisque ça existe. Il y a les études, c'est des études qui sont faites. Mais il y a des mauvaises expériences. Hein. Ça, ce qu'elle a vécu, ce que tu as vécu. J'ai des gens qui se débarrassent des patients. Et c'est pas bon. Et du coup, ce qu'elles ont vécu, là, ça fait qu'on n'a plus confiance. Et dès l'instant où on n'a plus confiance, lui l'éducateur, il parle des liens. Le lien, il est très fort. Il est très, très important. Aujourd'hui, presque tous les gens ont ce lien avec Adama. C'est très important. Donc, c'est pas qu'il n'est pas psychologue. Mais pour moi, ce lien qu'il garde avec toutes ses familles, tout le monde parle d'Adama. Pourquoi? Mais c'est un jeu. Mais il a quelque chose qui est là. Ce lien, il est très important. Mais les mauvaises expériences, ça existe. Si vous avez vraiment l'occasion de revoir un autre, si ça ne va pas, allez-y. Ça existe, c'est réel. Il y a des études qui sont faites pour ça. Mais il y a des mauvaises expériences. Et ce n'est pas seulement chez les psychologues. Hein. Un peu partout, il y a des mauvaises expériences qui sont partout. Hein. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Mais moi, moi, je suis bien aujourd'hui. Voilà. Je vais juste rebondir jusqu'à ce qu'a dit Émilie, parce qu'elle est partie voir un psychologue pour sauver son couple. Parce que c'est des choses aussi que, par expérience, à force de travailler avec beaucoup de familles venant de toute la France, il est vrai que même moi, quand j'avais perdu mon petit frère, à l'époque, je devais me marier, etc., j'ai tout changé.
je me suis séparé de ma petite amie de l'époque et tout. Et malheureusement, je vois que ce cycle-là, aujourd'hui, même quand une sœur, elle perd son frère, ben, dans l'année, voire un an après, souvent quand je parle avec, elle me dit « j'ai divorcé ». Et je me dis, ça aussi, ça fait partie d'un problème parce que, comme elle le dit, moi, et souvent même elles peuvent le dire, c'est que quand on perd un proche, notre vie, elle s'arrête. C'est-à-dire, derrière, on peut pas faire semblant, même si on va se forcer à vivre parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un mari, parce qu'on a une femme, mais c'est compliqué psychologiquement, ça aussi. Et ça, faut le dire aussi. C'est pour ça, quand je dis on détruit toute une famille, parce que c'est une réalité. C'est qu'il y a des choses que même des fois ta compagne ou ton compagnon ne peut pas comprendre. Mais ça aussi, ça fait partie des réalités quand on perd un proche. C'est pour ça que je voulais juste rebondir sur ce que Émilie elle vient de dire. Alors moi, effectivement, je suis partie voir un psychologue. Il faut savoir que déjà de nature, je ne suis pas du genre à me dévoiler. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en avais besoin parce que je voulais éviter un maximum tout ce qui est critique, préjugés, jugement. Même si c'était pas verbalisé, mais par le regard, ça en dit long. Donc effectivement, j'ai eu à faire 2 séances, si je dis pas de bêtises. Au bout de la 2e, il m'a dit que je gérais bien mon deuil, que c'était plus la peine de venir le voir, étant donné que je n'ai pas besoin de traitement. Donc super. Non, franchement, ok. Oui. Très grave. Pour le coup, et c'est là où je veux rejoindre aussi un peu Lisa, c'est que moi, c'est ma foi. Franchement, ma thérapie, c'est ma foi. J'ai pas honte de dire que ma thérapie, c'est ma sœur aussi. Beaucoup. Alors, je pense que ça doit être très dans le cerveau, mais je la vois me dire des choses que je sais qu'elle aurait dit de son vivant, en fait. Ma thérapie, c'est vous. Concrètement, des personnes avec qui on a malheureusement ce lien, mais on l'a en fait. Et le fait d'échanger énormément et surtout d'être, et ce qui est très important, d'être entouré de personnes bienveillantes, c'est une thérapie en soi sans qu'on s'en aperçoit, hein, mais ça maintient énormément. Donc non, franchement, très peu pour moi les psychologues. Je vais beaucoup parler avec mon conjoint. Qui me connaît très très bien, donc il sait me cerner, il a vraiment les bonnes paroles. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je flanche, mais voilà, pense à ta sœur, c'est énorme. Voilà. Et moi, ça me fait du bien. On arrive à la dernière ligne droite de notre émission, mais j'aimerais que vous exprimiez en quelques mots vos histoires, pour ceux qui ne les connaissent pas. Qui veut commencer ? On va commencer par toi, par rapport au fait que tout à l'heure tu nous as dit qu'à Chartres il y a eu un phénomène malheureusement de décès là-bas. On va commencer par toi, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots s'il te plaît ? Ouais, en fait à Chartres il y a eu 2 décès. Donc le premier décès c'est un jeune de 16 ans, il s'est fait poignarder. Donc nous c'était tout nouveau pour nous. Moi j'étais éducateur de rue à l'époque dans le quartier, donc j'avais un lien, on va dire un très bon lien avec ce jeune et la famille. Donc à ce moment-là, des faits, j'étais pas là, parce que je passais un diplôme d'entraîneur de foot. Donc quand on apprend ça, on est choqué, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on n'est pas formés à accompagner les familles en deuil. Donc c'est ça qui a été très compliqué. Donc Adama, c'est pour ça qu'il nous a beaucoup aidé sur ça. Après 3 mois après, il y a eu un autre jeune qui s'est fait tué. Donc il y avait plusieurs jeunes sur lui, donc il est décédé suite à ses blessures. Donc nous aujourd'hui, en tout cas en parallèle, j'ai créé une association pour lutter contre les rixes avec les mamans du quartier. Moi je trouve que c'est important parce qu'on ne donne pas souvent la parole aux parents, et les mamans en fait ils ont un lien particulier. Moi je parle beaucoup de liens, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est important. Ils ont un lien particulier avec les jeunes. Donc on a fait plusieurs repas thématiques dans plusieurs cultures, et on s'est rendu compte qu'en fait quand les jeunes ils voient que la maman d'un tel avec un autre quartier ils mangent ensemble, tout de suite peut-être ça va nous aider en tout cas à arrêter les rixes. Arrêter ça va être compliqué, mais voilà, notre combat c'est ça. Et donc Adama il nous aide beaucoup, et voilà, j'insiste un peu, c'est que le travail des éducateurs il est des fois invisible. Mais croyez-moi que c'est très compliqué aussi pour nous sur le terrain. Donc moi je l'ai vécu, hein, quand tu es sur le terrain, en fait tu prends pas parti, et les gens ils ont du mal à comprendre ça. Parce que nous on n'est pas là pour prendre parti,
On est vraiment là pour accompagner les jeunes. Et après, c'est vrai, le plus dur, c'est de ne pas être dans les émotions. Parce qu'on est des humains, et des fois, on peut être dans les émotions. Et voilà, on essaie de rester professionnel, mais quand il y a un décès, je ne peux pas me mettre à votre place. Mais en tout cas, on essaie d'être là, présent, en tout cas, essayer de trouver des mots justes. Et je le répète, le plus important, c'est le lien de confiance. Donc, voilà. Et pour rebondir, en fait, quand il y a eu 2 décès, c'est qu'il y a eu un aller, un retour. En fait, c'est ça. C'est que dans un quartier, il y a eu un décès. Et malheureusement, ils ont fait un retour. Et c'est un jeune, apparemment, qui n'avait rien à voir dans les histoires. Un dommage collatéral, comme qui peut arriver souvent dans les quartiers, parce que des fois on dit ceux qui meurent c'est que ceux qui se battent. Non, des fois tu peux juste avoir le malheur d'habiter dans ce quartier-là. S'il y a une descente, on tombe sur toi, tu peux juste être sorti pour aller acheter le pain, tu rentres plus à la maison. Donc c'est triste quoi. Je rajoute que dans ton association il y a ma tante. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, la lumière de l'espoir. La lumière de l'espoir. Je suis le parrain en plus. Ouais, Adama, c'est le parrain. Et là, ça fait combien de temps 8 mois, 9 mois. On a plus de 200 membres. Okay. On commence à faire du bruit. C'est important parce que moi, je me rappellerai toujours la première fois que je suis parti à Chartres. C'est vrai qu'il y avait la maman de Mourad qui n'est pas présente aujourd'hui, celle qui a perdu son fils. Et on faisait un ciné-débat. Et c'est vrai que quand il parle de lien, je trouve que c'est très important ce qu'il dit, c'est que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de liens. C'est que on ne sait pas comment faire en fait. C'est que on ne sait pas comment aller voir les personnes qui ont perdu un proche. Si on peut leur proposer un repas, on pense que ces gens-là ils vont tout le temps pleurer. On l'a vécu. Pour ça, moi, quand je me suis assis ce jour-là, je leur ai dit, mais en fait, pourquoi vous ne faites pas ça en fait une fois par mois, faites un repas. Un repas, un café, on discute. Les familles qui ont perdu un proche, souvent on est mis à l'écart. Mais c'est parce que les autres, ils le disent, on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire, demain, il y a une sortie à la mer, on ne va pas appeler Adama, tu vois, ils ont perdu un proche, on ne sait pas s'ils ont envie d'aller à la mer. Si, on a envie de sortir, en fait, de ce quotidien qui est douloureux. On a envie de sortir, on a envie d'aller aussi, de revivre, de vivre avec, mais de revivre, pardon. Donc voilà, et aujourd'hui, quand je les vois faire des repas, je les vois faire pas mal de choses, beaucoup de choses, moi, je suis content, je me dis que le combat, il continue, parce qu'eux-mêmes, ils transmettent un message. Parce que l'objectif de ce que je fais, moi, depuis le début, c'est de transmettre un message. Après, on prendra le relais. C'est ce qu'il faut. Et en plus, on fait ça sans moyens. Donc, à savoir... c'est ça aussi. Et ce qui est compliqué, c'est que... Donc, dans les quartiers, ce qui est bien, c'est que les gens, ils sont généreux. Donc, ils ont compris, en tout cas, le combat. Mais pour sortir là... Bon, j'espère qu'on va le faire. Mais cet été, on l'a fait l'année dernière. On a ramené un car... à Deauville, il y avait plus de 100 personnes, avec des minibus, des jeunes et des mamans. Donc tout ça, c'est un coût. Mais c'est pour ça qu'il faut que aussi les institutions, l'État, en tout cas, franchement, qui financent des projets pour faire avancer le combat. Moi, je dis souvent aux jeunes, oui, vous vous battez, mais on leur propose quoi, nous ? C'est ça. On leur propose pas grand-chose. Donc moi, je suis entraîneur de foot. Donc voilà, quand un jeune sait jouer au foot, donc on va dire, on essaie de garder ce lien, voilà. Mais quand il sait pas jouer au foot, donc c'est vrai qu'avant il y avait des services jeunesse, il y avait des animations pour les jeunes dans les quartiers. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a encore, mais il y en a, mais de moins en moins. Moi, je sais qu'à mon époque, là, aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'allais au service jeunesse, je me réveillais tôt le matin pour faire la queue, pour pouvoir être inscrit sur la feuille, pour pouvoir aller faire l'activité. Maintenant, les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. En fait, moi, je pense qu'il y a... Après, il y a peut-être des villes où ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Ouais. Après, les jeunes aussi sont intéressés à d'autres choses aujourd'hui, tu vois. Oui. Les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Oui, maintenant, les générations... Nous, aller au parc Astérix, c'était un truc de fou. Ouais, bah oui, c'est clair. Moi, j'étais parti à la mer des Sables. La mer des Sables, Hermonville. On a tout fait, ça. À la Butier, tout ça. Nous, c'était... Aujourd'hui, ils ont le permis à 18 ans. Ils sont pour eux, être sur les réseaux, enfin, certains d'entre eux, être sur les réseaux, c'est le plus important que peut-être bouger des fois, tu vois. Mais dans ce cas-là, qu'on adapte les animations autour de la jeunesse actuelle. Ouais, c'est clair. Ouais, faut s'adapter à eux aussi après. Exactement. Maintenant, qui s'intéressent un minimum. Alors, après, il y a des villes où, franchement, moi, parce que je travaille dans le milieu du social, je vois des villes où ça fonctionne bien, où il y a des choses qui se passent. Après, voilà, comme tu as dit, il faut s'adapter aussi. Après, il y a aussi le côté aussi où il y a des animateurs et des animatrices. Il y a de très bons animateurs et animatrices, mais il y en a, ça fait trop longtemps qu'ils sont là. En fait, ils n'ont plus la pêche. Mais tu vois ce que tu dis. C'est un gros, mais ce que tu dis, c'est un gros problème. C'est fini.
Là, ils viennent parce qu'ils viennent prendre leur salaire. Ouais, tu vois, ils ont plus la pêche. En fait, ils ont pas fait cette formation. Ils viennent prendre leur salaire et ils s'en foutent de ce qui se passe derrière. Ils ont pas fait assez de formation, ça fait 20 ans au même poste, et à un moment donné, ils sont lésés, et en fait, ils se sentent mal. Et en fait, ils devraient se reconvertir ou faire d'autres choses, tu vois. C'est la menace. Ou être formé. Ouais, être formé, ouais. Ou être formé, ne serait-ce que ça. Mais il y a quand même de bons animateurs. Moi, j'en connais, ils sont opérationnels, tu vois. En tout cas, big up à ma tante, hein, parce qu'elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. J'ai ma tante Maïmouna qui m'a dit Sira Fofana de Tambacounda au Sénégal. Tu vois. Là, je dis bien tout. On m'a dit qu'elle a essayé de m'appeler et tout ça. Plusieurs fois. C'est ça. Et du coup, je lui ai fait honte. Tu vois. Mais je vais l'appeler. Tu vois, parce qu'en plus, c'est ma vraie tante. Hein. C'est pas. Parce que des fois, on dit tante, oui, tu vois. Non, c'est ma tante, la sœur de ma mère. De dos, je la confondais avec ma mère. Quand j'étais petit, je disais. Je mettais la main comme ça sur l'épaule, elle se retournait la tête. En fait, c'était ma tante, tu vois. Et voilà, elle a son magasin exotique. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est vaillante. Elle fait partie d'une membre associative, elle est vice-présidente de l'association, franchement. Et quand je l'ai vu dans ton clip, c'était comme ça. Quand elle était venue au tournoi solidaire, Au tournoi solidaire, mais j'ai vu aussi dans ton clip, tu vois. Il y a un teaser. Qu'on avait tourné. Pensons aux conséquences. On avait fait en fait une vidéo de sensibilisation avec Mamadou et leur association. En fait, dans une descente, au lieu que c'est des jeunes de l'autre côté qui descendent, c'était les mamans. Et après, on voulait faire passer un message. En gros, quand t'es blessé, c'est moi je suis blessé. Si demain tu vas en prison, c'est moi je suis emprisonné. Si tu meurs, je serai triste toute ma vie. Mon fils, lorsque tu sors de la maison, c'est moi qui m'inquiète. Lorsque tu te bats, c'est moi que tu blesses. Lorsque la police t'arrête, c'est moi que tu menottes. Lorsque la rue t'aura pris pour de bon, endeuilleux je serai à jamais. Pensons aux conséquences. Pensez aussi aux conséquences. Voilà, c'était aussi. Quand j'ai vu sa tête, j'étais choqué, frère. Je crois que je voyais ma mère. C'était comme ça. Lisa, est-ce que tu veux prendre la parole et nous dire quelques mots, s'il te plaît? Moi, je vivais avec Arthur. On vivait tous les deux dans la maison parce qu'on a perdu notre mère en décembre 2018. C'était comme mon fils. C'était. En fait, je l'ai pris sous mon aile, quoi, parce que du coup, on était nous deux. J'ai ma grande sœur aussi qui est là, mais qui est avec son mari. Mon père, mes parents étaient divorcés, donc mon père, il vivait de son côté. Et en fait, après le décès de ma mère, Arthur, il a voulu s'en sortir. Comme tous les jeunes, il avait 16 ans. Il voulait faire en sorte de pouvoir s'habiller, m'aider à remplir le frigo, payer les factures, etc. Comme c'était lui le garçon, on va dire. Il a commencé à travailler très jeune. Il a arrêté l'école, du coup, après le décès de ma mère. Et il a essayé de sortir de tout ça, des rixes, du coup, qui datent depuis plus de 10 ans entre Saint-Michel et Sainte-Geneviève-des-Bois. Et malheureusement, en fait, il a subi un acharnement, Arthur, parce que c'est à base sur leur clip. Mon petit frère, on l'appelait Joker, c'était son blaze dans la rue, on va dire. Dans les clips, sur les murs, écrit Joker, nique ta mère, 3 petits points, oups, parce qu'ils savent que ma mère, elle est décédée. Où il rentre du travail, il lui casse son camion. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que il a subi un acharnement. Et malheureusement, un soir, il était avec un ami à lui. Et il est tombé sur une dizaine, voire une quinzaine, on ne sait pas encore actuellement, parce que l'enquête est encore en cours, de jeunes de Sainte-Geneviève-des-Bois qui l'ont tabassé. Et malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures. Et il a perdu la vie 2 jours après, du coup, s'être fait lyncher. Il était en mort cérébrale, clairement, donc il y avait vraiment rien à faire pour lui. Et actuellement, il n'y en a qu'un seul qui est en prison.
Ils l'ont déshabillé. Ils ont filmé la scène. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se demande même si c'est pas une fierté pour eux, en fait, parce que ils sont fiers dans leurs clips, dans les musiques. Encore il y a 2 semaines, là, j'ai vu, ils parlent de mon petit frère dans leurs clips, même les plus petits. En fait, c'est que même les petits de 12 ans qui n'ont même pas encore mué, ils font des clips où ils parlent de mon petit frère, l'ange s'est envolé, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et tout ça, c'est impuni. On est dans l'attente de la justice. C'est long. C'est très, 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 très long. Mon petit frère, il s'est fait taper dans la nuit du 16 juillet 2021. Il est décédé le 18. Là, du coup, le 18 juillet, ça fera 2 ans. 2 ans qu'on attend. Il n'y en a qu'un seul qui est en prison. Un seul, pourquoi ? Parce qu'on voyait son visage sur la vidéo qu'ils ont pris et qu'ils ont fait tourner comme un trophée après le décès. Quand mon frère il était en train de se battre à l'hôpital, eux, ils faisaient des feux d'artifice. Donc voilà, on est dans l'attente. J'espère que l'épisode qu'on a fait avec Adama, ça va faire bouger les choses. Clairement, c'est le but. Parce que c'est plus vivable. Moi, j'ai déménagé carrément parce que je ne supporte pas de faire mes courses, d'aller mettre mon essence et de croiser les assassins de mon petit frère. J'ai préféré partir et essayer d'avoir un nouveau départ ailleurs, même si c'est toujours compliqué parce qu'on a ce manque quotidien qui sera là toute notre vie. Donc voilà, on attend. Après la justice, on attend que sinon celui qui est en prison, qui parle un jour. Mais l'enquête, elle est en cours et j'espère que tous les assassins, même celui qui était à côté, qui n'a pas aidé, qui n'a pas stoppé la bagarre, qui n'a pas stoppé le lynchage plutôt, apprennent et qu'ils aillent tous en prison pendant de longues années. Moi, il n'y a que ça qui pourra me permettre d'avancer et de commencer à faire mon deuil, clairement. Parce que le deuil, il n'est toujours pas fait. Et tant qu'ils seront en liberté et qu'ils ne seront pas enfermés en prison, j'arriverai pas à accepter et à faire mon deuil correctement. Voilà. En tout cas, courage à toi. Merci. Il nous reste très peu de temps, je vous en prie. Tu m'as bouleversée. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Donc, voilà, moi, Marjorie, il faut savoir que je suis l'aînée. Je suis l'aînée. Je venais d'accoucher. Mon fils, il a vécu 4 mois. Là, le 14 mai 2023, ça fera 2 ans. Triste date. Elle a été assassinée pourquoi, concrètement ? Pour des on-dit, on n'a pas dit, en fait, voilà. Ça partait de réseaux sociaux par rapport à ma petite sœur, où ils avaient prévu que le lundi, après le week-end, on allait l'attendre dans un coin et la tabasser à plusieurs. Donc Marjorie était tombée sur des discussions comme ça, et elle connaissait bien les petits jeunes, puisqu'ils ont tous grandi ensemble. Donc elle a juste voulu essayer d'apaiser les choses pour éviter que la petite dernière se fasse tabasser pour rien. Ça n'a pas été prévu comme ça devait être prévu, en fait. Il lui a sectionné l'aorte. Voilà, il lui a pas laissé de chance. Il lui a sectionné l'aorte. Ce jour-là, honnêtement, je pense qu'il a sectionné l'aorte de toute la famille, en fait. Il nous a tués en même temps qu'elle. C'est-à-dire que moi, ma vie, telle que je la connaissais, ça a arrêté le 14 mai 2021. Voilà. Là, je revis une nouvelle vie. Je revis quelque chose d'autre. J'apprends, je me forge, j'ai pas le choix. J'ai 2 enfants. J'ai des personnes autour de moi qui tiennent à moi. Et il faut, ne serait-ce que pour Marjorie, en fait, il faut qu'on se batte, qu'on continue. Cette chose, cet individu a pris 8 ans. Voilà. 8 ans pour meurtre. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Juste 8 ans. Juste 8 ans. Déjà, quel message ça envoie ?
Donc on peut tuer n'importe qui, n'importe comment et... Tu t'y fais Prendre un peu. t'en dire justice toi-même. Voilà, tu sais comment c'est ça. ça sera fait. C'est ça. C'est la vraie justice, elle est là. C'est ça. Sauf qu'il a de la chance, c'est qu'il est tombé sur une famille qui essaye de prôner la paix jusqu'au bout, une famille qui essaye de pas noircir son cœur pour lui, parce que ce serait lui donner satisfaction encore une fois. Une famille qui a conscience que Marjorie, c'est pas ce qu'elle aurait voulu. Marjorie, ce qu'elle veut, et j'en suis certaine, c'est qu'on avance, qu'on garde la tête haute et non avoir le regard figé vers le sol, parce que c'est pas nous qui devrons avoir honte en fait. C'est lui et toute sa communauté qui est complètement d'accord avec ce qui s'est fait. Voilà, parce qu'on a entendu pas mal de « Ah, mais elle l'a bien cherché ». Ok, elle l'a bien cherché, donc c'est normal en fait de tuer quelqu'un aujourd'hui. Hein. Si tu as l'octave de plus fort que la personne en face de toi, on peut te tuer et c'est normal. Donc là, vraiment, c'est très compliqué pour nous. Franchement, c'est... Je sais que peu importe, là, le jugement, il est passé au bout d'un an, en fait. C'est vrai que nous, ça a été extrêmement vite. Il y a eu pas mal de choses de bâclées. Tout. Pas mal de choses de bâclées. Comment on appelle ça? L'expertise? Non. La remise en situation n'a pas été faite. Reconstitution. Voilà, la reconstitution n'a pas été faite parce que le jeune homme était censé être libre. Voilà. C'est-à-dire que si on allait attendre un peu plus, il allait comparaître libre, chose qu'on ne voulait pas. Parce qu'on sait, hein, on passe par les frontières et puis après on ne se retrouve plus. Donc du coup, le jugement au bout d'un an. Voilà. Parce qu'il était mineur. Oui, c'est ça. Parce qu'il était mineur. Donc à 21 ans, grand maximum. Et encore pour bonne conduite. Hein. Au bout de 4 ans, il sortira. Super. J'ai essayé de demander de déménager. Parce que Marjorie est décédée juste en bas de chez moi. De mon balcon, on voit donc tous les jours, je l'ai en pleine face. Je ne suis pas prioritaire. Voilà. C'est pas une priorité. Marjorie n'est que ma sœur, n'est pas ma fille. Donc, ce n'est pas une priorité. Donc, c'est là où je te remercie, en fait, parce que on nous a laissé tomber, en fait. C'est-à-dire, de la même manière, il y avait les caméras, les chaînes télé, voilà. La même manière où ils ont éteint leurs caméras, de la même manière, il n'y avait plus personne autour de nous. Exactement. Et toi, aujourd'hui, tu es encore là. Et je tiens vraiment à te remercier parce que c'est difficile. Malgré le fait que tu sois là, déjà, c'est difficile. Alors, de se sentir isolé, même les membres de la famille, de se sentir isolé, c'est encore plus compliqué. Et je suis contente d'avoir cette foi, vraiment, qui me tient debout. D'avoir mes enfants que je vois grandir, qui me tiennent debout. D'avoir pu avoir une discussion la veille du décès à Marjorie, qui me conseillait justement sur mon avenir, ma formation, mes projets d'avenir, qui fait que... Voilà, ça résonne dans ma tête. C'est ce qui me tient debout, en fait. Non, très compliqué. Bon courage à vous. Merci. Franchement, bon courage. J'ai ton temps. Franchement, quand j'écoute toutes ces histoires-là, j'ai tellement mal. Moi, aujourd'hui, je n'ai même plus envie de raconter l'histoire de mon fils parce que j'ai tellement mal que... ce que je voulais dire simplement, c'est que ces enfants-là, ils avaient envie de vivre. Marjorie, qu'est-ce qu'elle a fait? Son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Ils avaient envie de vivre, tous ces jeunes, ils avaient envie de vivre, ils sont partis aujourd'hui. Et la suite, c'est quoi? Ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de raconter. Elle aussi, aller loin, ça dit, mais c'est pas là, c'est fort, c'est quelque chose de très très fort. Et moi, j'ai vu la même situation que ce que tu vis. Celui qui a tué mon fils, il a mis des clips sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes. Mais quand tu lis, on te traduit les textes de ce qu'il dit, mais tu te dis, moi au départ, nous, quand notre fils est décédé, on a pris de l'avance, on dit, bon, ok, il est parti, mais pour ses amis, pour nous, et pour le reste, il faut qu'on fasse une association. On a fait l'association, ça fait 2 ans. Et même des actions
C'était l'occasion pour nous d'oublier, un tant soit peu, ce mal qui était en nous. Mais quand on t'appelle pour te dire, regarde sur YouTube, que tu regardes, le mec, il sort des prisons, mais c'est énorme, qu'est-ce qu'il a? Mais t'as envie, tu te dis, mais c'est quoi? On est dans quel monde? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Moi, attends, on va où là? Je voulais simplement vous dire que la justice humaine existe. Mais la seule justice qui existe, elle est divine. On va tous partir un jour. On va tous partir un jour. À leur jugement dernier. Voilà. Exactement. On va tous partir un jour. Et puis les autres, ils connaissaient Ismaël parce qu'il était très connu, c'était un rappeur. Vous savez, entre les jeunes. Eux-mêmes, ils ont fait la médiation pour dire non, c'est pas la peine de réagir. Moi, je suis allé les voir, les jeunes, je leur ai dit non. Ils m'ont dit tonton, c'est fini. Moi, les jeunes de la Roquette, les amis de mon fils, ne sont pas méchants. Je m'appelle Magloire Diablé. Et me trouvera sur son chemin. Il me trouvera sur son chemin. Il est malien. Moi, je suis ivoirien. La France ne nous appartient pas. On n'appartient pas à la France. On appartient à l'Afrique. Il me trouvera sur son chemin. Parce que moi, c'était les circonstances atténuantes. Bon, c'est des jeunes, il y a peut-être une erreur. Mais qu'est-ce qu'on est, nous, les enfants d'immigrés, les enfants qui sont nés ici? Qu'est-ce qu'on représente? En face de la France? Les gens vont nous foutre la main. Ils vont dire, écoute, de toute façon, c'est entre eux. Toujours, c'est entre eux. Ils s'entretuent. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Elle a parlé des caméras. Quand c'est comme ça, les caméras arrivent, tout le monde est là. Mais après, ils s'en vont. C'est la famille qui souffre. Mais ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils ont réellement? À croire qu'ils n'ont pas d'âme. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous faisons des associations pour lutter contre. Moi, je connais la médiation des éducateurs. C'est des gens, pour moi, qui souffrent. Je ne savais pas comment ces gars-là souffraient. Parce que être avec ces jeunes-là, leur parler, c'est la chose la plus difficile. Il faut avoir... Mais nous, on a pris le temps de poser un regard positif sur eux. Pour leur dire, non, ne faites pas ça. Il y a tout. Allez-y, vous avez la chance de réussir votre vie. Ils préfèrent se promener avec des couteaux, s'entretuer avec des couteaux et gonfler leur poitrine. Moi, le meilleur mec... Le jour, je le dis aux petits, celui qui va ramener les courses à sa mère, pour moi, c'est lui le meilleur. Mais le meilleur est dans la rue, avec des couteaux, et puis en plus, le cas de ton frère, vous êtes à 119, 2000 sur une seule personne. C'est lâche. Arrêtez, c'est trop lâche. Ouais, c'est ça. Donc moi, je dis simplement que j'encourage toujours tout le monde autour de la chose, surtout toi avec ta radio web, c'est ça, non? Ce que tu fais, c'est très important. C'est la deuxième fois que j'arrive chez toi. Ce que vous faites, c'est très important. Ce que Adama est en train de faire, c'est très important. C'est un cri de cœur d'un père. Je lui veux pas du mal. Je dirais simplement c'est tout à fait normal. Moi, pour rebondir quand même à ce qu'il dit, c'est vrai que c'est déjà compliqué pour une famille de perdre un proche. Il y a eu le procès. Normalement, moi, pour ma part, tu as vu en tant qu'humain, je vais pas dire que c'est pas un humain, mais tu peux pas sortir de prison. Déjà que tu as fait du mal à une famille, tu as fait du mal aussi à ta famille. Parce que moi, j'ai parlé avec cette maman de ce jeune qui a malheureusement tué Ismaël. Sa maman qui est aussi dévastée, qui a même honte, parce que c'était une maman qui était militante aussi contre les RICS bien avant que ça se passe. Et qu'aujourd'hui, ce gars-là, il sort de prison, il fait des sons, il fait des clips. Tu as l'impression qu'il revendique ce qu'il a fait. Et je me dis là, on franchit un palier. On franchit des étapes. Et c'est dangereux aussi. Heureusement que ce papa aujourd'hui te dit des choses, mais ça peut arriver que il n'a pas compris, donc il revendique ce qu'il fait. Nous aussi, on peut t'éteindre, garçon. C'est ça aussi la réalité que moi, je dis aux jeunes, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que parce qu'une famille, elle pleure, parce que des fois, on dit, ouais, mais c'est une sœur, elle va rien faire. Il faut faire attention. Et moi, malheureusement, ça fait beaucoup de temps que je parle même à des professionnels. Je leur dis, ce que je souhaite pas, c'est qu'un jour, un parent se fasse justice soi-même. Malheureusement, je sens que ça va arriver parce qu'on attend des peines
sont dérisoires. On entend comment c'est traduit en justice, ça va des fois trop vite. Comme le cas de Lisa, ils sont 10 à le taper, il n'y en a qu'un qui est en prison. C'est tout. C'est pas... Je dis pas que la justice, elle fait pas son boulot, loin de là, mais qu'à un moment donné, il faut entendre le cri de cœur de ces familles. Ah ouais, c'est très important. Émilie aussi, elle va nous parler aussi de l'histoire de son frère, mais voilà. C'est pour ça que nous aussi, on essaie de faire X, c'est pour montrer aussi ce côté de ces familles qui vont pas pleurer au tribunal, mais ils pleurent chez eux tous les jours. Pour finir, Émilie, s'il te plaît. Alors, Anthony, pour faire un petit point sur notre relation, moi, je l'ai vu naître. C'était comme mon fils aussi. Donc, j'avais 16 ans quand il est né. Et j'ai dû être là pour le débrancher. Donc, je l'ai vu naître, je l'ai vu mourir. Et il était sur son lieu de travail. Il sortait de chez moi. Il est venu me voir, on a discuté. Il est parti travailler. Et à 21h29, ma soeur m'appelle. Elle me dit Anthony s'est fait tirer dessus. Je pars en trombe. J'ai dit à mon conjoint, si Anthony, il arrive quelque chose à mon frère, je meurs. Je suis plus là, c'est fini. Mon frère, il était pourchassé par ces gars-là déjà. Donc c'est de la préméditation. Il avait été poursuivi une fois. Ils étaient venus déjà se poster devant la chicha. Et ils se sont fait chasser. Et le jour du 6, pendant qu'ils étaient postés devant la chicha, il y a un gars qui a envoyé des jeunes mettre le feu aux poubelles. Ça n'a pas fonctionné, donc c'était au Blanchard. Du coup, il a appelé les petits, il a dit aller tirer des tirs de mortier là, sur la police. Du coup, ils faisaient une pierre de coups. On appelle les pompiers, en gros, et puis on bloque aussi la police. Ce qui fait qu'après, ils sont rentrés dans la chicha. Sincèrement, la porte de la chicha s'est ouverte. Elle s'est pas fermée avant qu'ils ressortent. Donc, pour vous dire le temps que ça a pris. Ils sont rentrés. Il y en a un qui a visé mon frère, il a tiré. Tony, il est tombé, ils sont ressortis. La porte s'était pas fermée. Ils sont partis normal. Donc, en fait, mon frère, il travaillait. Il est en CDI depuis le 1er janvier. Il est décédé le 6. Enfin, il s'est fait tirer dessus le 6. Et avant, il avait un CDI, donc il a toujours bossé. En fait, le truc, c'est que... Il a été jeune, comme tout le monde, problème d'argent, il a un peu dealé. Ensuite, quand il a été en âge de travailler, il est parti de Château, il est parti vivre à Reims avec sa copine. De là, après, il est venu vivre chez moi. Il a travaillé son CDI, s'est marié le 4 septembre 2021. Et en fait, le 6 janvier, tout était fini pour nous, quoi. Et en fait, comme on dit, c'est... Moi, je suis en prison tous les jours. Je suis en prison. Les seuls moments où je sors de ma prison, c'est quand on organise quelque chose en son nom. Quand je suis là pour parler de lui, je sors de ma prison. Et quand je vais rentrer chez moi, ça va être différent. On retourne dans... Je suis un peu, moi, tombée en dépression. Je crois que j'y suis encore, je me rends pas compte, en fait. Mais j'ai tout arrêté. Moi, j'ai arrêté de travailler. J'étais RH. J'avais une belle situation. J'ai tout arrêté. Et quand je suis chez moi, je suis avec mon pied noir, quoi, je vais dire. Donc c'est très compliqué. Et il y a des personnes autour qui ne comprennent pas. Ils sont toujours en train de... fais ci, fais ça, machin, t'oublies tout. Mais là, à un moment, en fait, mais laissez-moi tranquille. Et quand j'ai envie de dire aux gens, mais ne parlez pas avec moi, en fait. Laissez-moi. Me parlez plus. Et pars, la porte, elle est ouverte. C'est ça. Stop. J'ai pas envie qu'on me mette une pression encore en plus. Les gens, je peux pas leur en vouloir de pas comprendre. Parce qu'ils l'ont pas vécu. Mais je leur souhaite vraiment pas de le vivre. Parce que sincèrement, ce jour-là, ils nous ont tués avec. J'ai mon petit frère là qui est à côté, il a arrêté d'aller à l'école. Je l'ai inscrit dans le collège à côté de chez moi pour qu'il puisse être rescolarisé. Parce qu'il a complètement baissé les bras, le gamin. C'était son repère aussi. Il fait de la boxe taille comme lui, il essaye de... mais c'est une perte énorme pour nous et c'est très très compliqué. Non, c'est toute une famille qui meurt. Ils sont trois protagonistes, ils sont 3 personnes à être en prison actuellement. Puis on attend le jugement, quoi. En tout cas, sur ces mots, je vous souhaite vraiment un très bon courage. Enfin, un très grand courage à vous. Et jadis, avant que toutes les lois, avant que la justice s'organise, les gens se vengeaient. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelait la vengeance privée. Et bien heureusement, et ça existe encore dans certains pays, parce qu'il y a certains pays où les États sont assez déstructurés, la société est assez déstructurée. Mais heureusement pour beaucoup qu'il y a des lois qui régissent les êtres humains. Sinon, il y aurait d'autres drames. Ça c'est sûr.
Mais qui s'organisent quand même avec leur loi. Parce que quand on voit pour trafic de drogue 6 à 8 ans et pour un meurtre 8 ans sous prétexte que c'est un mineur, partant du principe que tu prends un couteau pour tuer une personne parce que c'est un coup juste bien placé, t'es quand même assez grand pour pouvoir le faire. Donc, franchement. À revoir tout ça. Ça sera le sujet d'un autre débat. On va revenir. Oui, on va revenir. Tu nous fais signe. Je pense que voilà, là on s'est exprimé, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas pu dire. Donc si vous êtes OP, on se refera une autre émission. Exactement, c'est ça. Je te force un peu le pied, mais je pense que c'est pour le combat, même pour que ces familles aussi expriment leur colère. Parce qu'exprimer une colère, ça ne veut pas dire que voilà, il y aura vengeance ou autre. C'est qu'on a le droit d'exprimer notre colère, de dire que on ne comprend pas. Comme Cynthia qui parle de la mort de sa sœur et qui dit que 8 ans. Et peut-être faut inviter un juge ou quelqu'un pour essayer de aussi répondre à ces questions-là. Parce que 8 ans, c'est vrai, avec les remises de peine, etc. On a le cas. Il avait pris combien? 5 ans, celui qui avait tué ton fils. Au bout de peut-être 3 ans, il sort, il fait des clips, il rappe. Il revendique. Il peut rapper, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Tu vois, tu parles pas de ça. C'est compliqué, c'est dur. C'est dur à entendre et il faut quand même pousser des coups de gueule sur ces choses-là. Il faut le faire. Heureusement que Rix existe. Et heureusement que les liens que vous avez entre vous existent. Merci à vous. Merci à toi.